Bon, alors j'ai rencontré Monsieur Redeker à la salle du CDI pour la seconde fois parce que j'ai raté la première. Commençons d'abord. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon prof? Alors, un bon prof, je crois que c'est quelqu'un qui rend ce qu'on lui a donné et qui en ajoute un peu plus, qui ajoute de lui. C'est ça un bon prof, hein. Euh, Quelqu'un qui rend avec sa personnalité ce qu'on lui a donné, c'est-à-dire ce qu'on lui a enseigné, ce qu'il a appris. On a oublié déjà de vous demander de vous présenter en tant que prof. Ah oui, alors c'est assez compliqué. Euh, je suis professeur agrégé de philosophie dans ce lycée depuis 3 ans. Enfin, c'est la troisième année. Alors par ailleurs, qu'est-ce que je fais? Oui, beaucoup de choses. Euh, je suis au comité de rédaction d'une des plus prestigieuses revues du monde, Les Temps modernes, fondée par Sartre et Merleau-Ponty. J'écris occasionnellement dans un grand nombre de publications, que ce soit des quotidiens, Libération ou Le Monde, ou des mensuels ou des revues, je ne sais pas, ça me passe là par la tête, commentaires, l'Arche, les cahiers rationalistes, le Croquant, et beaucoup d'autres, voilà. Euh, ouais. Quand vous dites prestigieux, un des plus importants au monde, c'est pas de la pub que vous faites là? Ben non, c'est quelque chose que tout le monde sait, hein. C'est quelque chose qui est évident. Tenez, pour preuve, je viens de tourner euh, dans une émission de télévision d'1 heure consacrée à la revue Les Temps modernes, qui passera en mars dans le cadre de Qu'est-ce qu'elle dit Zazie, où j'ai été interviewé, ou bien l'an passé, on avait fait un cercle de minuit aussi entièrement consacré à la revue. C'est non, non, ça n'est pas du tout de la pub. Bon. Et sortant de ce climat donc médiatique en fait, que pensez-vous de ce lycée? Euh, bon, ce lycée, alors on peut comprendre dans divers sens ce que je vais dire. Ce lycée est bien de son époque. C'est-à-dire? Je laisse à bien de son époque, c'est-à-dire qu'on y retrouve dans la population lycéenne ce qui est l'idéologie dominante aujourd'hui dans la jeunesse. Je laisse à chacun le soin de réfléchir à soi pour comprendre ce que je veux dire. Quelle est votre opinion à propos de notre premier numéro? Alors le premier numéro, je, je trouve ça assez sain, quoique est-ce qu'il faut être sain? Je trouve ça assez sain et la dérision, la caricature doivent être encouragées. Seulement, il en va de ça comme du carnaval. Il arrive parfois, même souvent, que l'on autorise ou que l'on suscite des carnavals. Bon, le véritable carnaval, c'est bien sûr celui qui a lieu sans autorisation aucune, celui qui subvertit tous les codes, hein. On se souvient, le roi Ladurie avait fait un beau livre là-dessus qui s'appelait Le Carnaval de Roman. Euh, voilà ce que j'en pense, c'est que c'est carnavalesque.
ce qui est très bien, mais en même temps aussi, et il est impossible qu'il en soit autrement pour que ça ait l'autorisation de publication, en même temps aussi, ça entre dans des codes, des consensus. Alors, je développe cette idée de code, puisque je parlais d'idéologie tout à l'heure. Je trouve que dans ce numéro, il y a l'idéologie, les nuls, les guignols de l'info, Canal+. Bon, là, c'est un manque d'originalité, je pense. Et alors derrière, il y a toute la dérision instituée, qui n'est pas quelque chose qui me rassure beaucoup, la dérision instituée, hein, parce que ça témoigne d'une euh, décrédibilisation de beaucoup d'institutions, de valeurs, etc. Donc, posons la question, peut-on rire de tout? Peut-on tout tourner en dérision? Et qu'arrive-t-il lorsque la dérision généralisée devient un art consensuel, commun, donc plus du tout quelque chose de subversif, hein, un art consensuel. Bon, est-ce que à ce moment-là ne se développe pas un cynisme par rapport aux valeurs, un cynisme par rapport aux institutions, qui n'est pas le cynisme, c'est-à-dire la philosophie aristocratique qui était celle de Diogène, mais un cynisme de masse ou un cynisme de consommateur, hein. Le premier numéro pose aussi cette question-là, je trouve. Que pensez-vous de vos collègues profs de philo? Le plus grand bien, je leur fais un bisou par journal interposé. Quelle est la plus grosse bêtise que vous n'ayez jamais faite à part avoir triplé votre première? Alors des bêtises, il n'y a que l'embarras du choix. Bon, alors oui, ça me fait pas des bêtises lycéennes. Oui, je me souviens bien avoir vidé euh, le bureau du surveillant général quand j'étais au lycée et avoir dans la cour brûlé tous les papiers, tous les documents. J'espère que Monsieur Hulin ne lira pas ce journal. Euh, oui, j'ai fait ça, oui. Je crois que c'est la plus grosse bêtise que j'ai faite. Enfin, c'est celle dont je me souviens, là. Il doit y en avoir plein d'autres, mais les bêtises, on les oublie. Donc, à propos de l'autodafé des anabacs de philo du CDI, n'est-ce pas une atteinte à la liberté des élèves? Mais la liberté n'est pas un point de départ. La liberté est quelque chose qui se construit, c'est un résultat. Bon, la liberté, c'est le résultat d'une formation, d'une éducation. La liberté n'est jamais donnée au départ. Alors, c'est au contraire pour protéger la liberté que ces interdictions, je ne suis pas seul en cause là-dedans, d'ailleurs, je ne sais pas ce que M. Delfour vous a répondu. Euh, c'est au contraire pour protéger la liberté des élèves et pour protéger les livres. Les livres. Bon. Euh, pour protéger les livres parce que les anabacs ne sont pas des livres. Et n'étant pas des livres, je ne vois pas en quoi ils pourraient être utiles aux élèves. Bon, par ailleurs, ils ont tendance... Enfin, d'abord, les anabacs, c'est tout un marché du parascolaire, dont les élèves et les professeurs sont les otages. Alors, empêcher leur présence dans le CDI, au fond, ça revient à résister à ce marché. Ça n'est qu'un commerce. Et il faut que l'école, la véritable laïcité aujourd'hui, que la religion n'est plus dangereuse, la véritable laïcité, ce n'est pas l'école rempart contre la religion, c'est l'école rempart contre l'économie.
nous devons être laïques par rapport à l'économie, c'est-à-dire l'économie ne pénètre pas dans l'école. Enfin, l'économie au sens du commerce, de l'industrie, etc. Quoi. C'est ça la laïcité. Alors, c'est un marché abusif, et ce ne sont pas des livres parce que ça laisse entendre aux élèves que l'école, que les classes sont là, sont finalisées par la réussite à l'examen. Qu'enseigner, c'est préparer à un examen. Alors évidemment, c'est une conception à laquelle je m'oppose avec toute la force possible. Le but de l'année de terminale, le but de tout enseignement n'est pas du bachotage. Ça n'est pas la préparation à un examen. L'examen arrive comme ça, comme une cerise sur le gâteau. Non, le but c'est la transmission d'une pensée ou le développement de la capacité de penser, de la capacité de lire chez les élèves, c'est pas du tout la préparation d'un examen. Donc l'idée de ces anabacs, c'est le bachotage. Or le bachotage, c'est la mort de l'enseignement. Si on bachote, on vient à l'école pour l'utilité. Bon. Moi, je considère qu'il faut venir à l'école pour la gratuité, c'est-à-dire pour rien. Pas pour avoir un examen qu'on aura de toute manière, on connaît les chiffres de réussite au bac. Bon, pas pour avoir un examen, mais pour toute autre chose. Voilà. Et alors, en fonction des paramètres dont je viens de parler, je crois que c'est protéger la liberté des élèves que d'interdire au CDI la présence de ce que, de toute manière, on trouve partout ailleurs, qui est un parascolaire commercial qui suppose qu'on fait des études pour avoir des examens. D'accord. Et en parlant justement d'examen et d'école en fait, de lycée, qu'avez-vous fait durant les événements de mai 68? En mai 68, j'avais 13 ans. Alors, ce que j'étais au petit lycée, à ce moment-là, oui, j'étais au petit lycée de Condom. Voilà. Et je voyais les grands faire grève, manifester, alors il m'arrivait de manifester avec eux. Mais les événements de 68, sur le coup, je ne les ai connus que de manière très caricaturale, en écoutant, puisque la télévision ne marchait pas, il y avait grève, ou alors aux infos, bon, on sait très bien ce qu'étaient les infos télévisées à l'époque sous le régime gaulliste, et on avait raison de dire 20h, la police vous parle. En fait, donc c'était pas la peine de les regarder. Et alors j'écoutais à la radio sur Europe 1, voilà, avec ma mère, on écoutait ça, et c'était très amusant, très loin de la réalité en fait de mai 68. C'était des journalistes sportifs comme Fernand Choiseul et Robert Chapat qui commentaient mai 68 dans la rue, avec les bagarres, les avancées, les reculs des CRS, les grenades lacrymo et tout, comment commenter une course cycliste ou un match de football. Alors on s'amusait beaucoup et évidemment notre sympathie allait aux émeutiers, sans doute de façon excessive. Pour parler, bon, mettons un peu vulgairement, ça vous est arrivé de subir une charge de police et de casser du CRS? Ben, d'en subir, oui. D'en subir, oui. Je veux pas faire des trucs d'anciens combattants. Malheureusement, enfin, l'inverse, je ne suis pas une compagnie de CRS à moi tout seul. Non, mais il m'est arrivé par contre, oui, il m'est arrivé quand j'étais jeune
de savoir relancer des grenades lacrymo, de savoir les éteindre. Bon, intéressons-nous maintenant à la philo. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir professeur de philosophie? Rien du tout. En fait, ça s'est fait tout naturellement, tout seul. Je n'ai jamais pensé faire autre chose. Jamais. Même si j'ai été parfois autre chose. Quand j'étais étudiant colleur d'affiches, marchand de tondeuses à gazon, éclairagiste de théâtre, directeur artistique d'une maison de disques indépendant aujourd'hui disparu. Bon, j'ai fait des tas de trucs. Rien de spécial m'a poussé, ça m'a paru tout naturel. Et j'ai suivi un chemin que je ne me suis pas fixé, qui était, je crois, à moi, comme ça. Donc, pensez-vous qu'un prof de philosophie peut être lui-même philosophe? Le contraire serait très grave. La philosophie, enfin toute philosophie, depuis Socrate, est par elle-même enseignement. C'est l'un des sens de philosophie. Le contraire arrive peut-être, mais alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne des profs qui ont des têtes d'Anabac. Donc, pourquoi signez-vous certains de vos articles philosophe et non professeur de philo? Alors, ce n'est pas moi qui signe. Si je regarde bien, là, j'ai reçu hier un journal qui s'appelle... je fais de la pub. Bon, qui s'appelle Regard, que vous pouvez même trouver au centre Leclerc, dans lequel j'ai écrit un article « Le froid est un assassin de paille ». Voilà, et ils ont signé, c'est pas moi qui fais ça, philosophe, membre du comité de rédaction de la revue L'État moderne. Alors, Regard, c'est un mensuel communiste, très intéressant. Bon, les signatures, enfin les étiquettes, c'est une étiquette, ça ne dépend pas de l'auteur, mais de l'organisation de la revue ou du journal. Bon, pour revenir à vos études, donc, quelle a été votre note de philosophie au bac? Bien que j'ai longtemps été un cancre, mais au sens de l'époque, au bac j'ai eu 17. La moyenne de philosophie? Ceci dit, en maths, que j'ai eu à l'écrit, j'ai rendu copie blanche, et mais c'était par dandysme, hein, je faisais exprès. C'était par dandysme. Dans les cours de maths, c'était... alors quand il y avait un terreau de maths, moi, je faisais des pastiches poétiques. Je m'amusais à imiter Apollinaire, Baudelaire, Ronsard, et je rendais ça comme copie. Alors j'avais tout le temps 0, mais au bac, j'ai rendu copie blanche, et finalement, pour me sauver du 0 note éliminatoire, de saintes personnes m'ont mis comme note 1. Donc, la moyenne de philosophie au bac se situe entre 7 et 8. Pensez-vous que le but est de montrer aux élèves qu'ils n'atteignent pas la cheville des philosophes, ou faudrait-il revoir les barèmes? Il n'y a pas vraiment de barème. Il y a des exigences. Il se trouve qu'en L, ou autrefois en A, ces exigences généralement ne sont pas remplies. Il serait indigne de les laisser tomber, ces exigences. Ça serait un véritable abandon. Je crois que s'il y a, malgré toutes les pressions officielles, une moyenne aussi faible en philo, généralement,
c'est que les professeurs et correcteurs de philo voient là un signe qu'ils adressent aux hommes politiques, à la population, aux parents, aux élèves, un signe sur un certain affaiblissement du niveau de beaucoup de copies, et c'est pour renvoyer les politiques, l'administration, les élèves à eux-mêmes, pour qu'ils s'interrogent sur ce que l'école est devenue. Au fond, ça veut dire, enfin, qu'avez-vous fait de l'école? Donc, vous avez écrit de nombreux articles dans divers journaux, dont certains sont même passés à la télé. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ça va être un peu long. Ça fait rien. Bon. Ça va être un peu long. Mon éducation philosophique et politique, c'est celle de l'engagement. La revue dans laquelle je travaille, l'État moderne, ça a été conçu par Sartre et Simone de Beauvoir lorsqu'ils l'ont fondé comme une revue au service de l'engagement, c'est-à-dire de l'engagement sur le front politique du philosophe. Alors, on appelle intellectuel un philosophe engagé, c'est ça un intellectuel, sur le front politique du philosophe à partir de ses réflexions. Alors, l'engagement, c'est très différent du militantisme. Bon. Pour être militant, il faut être en fin de compte borné. Le militant, c'est celui qui écoute ce qui vient d'en haut et qui finalement applique. Je méprise pas du tout le militantisme, il me paraît très important, et je trouve qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui. S'il y avait plus de militantisme politique, c'est-à-dire si la société se sentait moins lâchée par les politiques, il y aurait évidemment beaucoup moins de Front National. Hein, le Front National se développe sur le désert de la politique. C'est parce que la politique s'est retirée que ce cancer qu'est le Front National gagne. Bon, mais un militantisme, ça consiste finalement à plaquer à l'action des idées toutes faites, souvent généreuses et intéressantes, mais le militantisme ne crée intellectuellement rien. L'engagement intellectuel, c'est au contraire être interrogé par l'action, et le fait d'agir dans la cité modifie la pensée, hein, au fond. Donc l'engagement, c'est quelque chose de beaucoup plus vivant. Alors le problème de l'engagement aujourd'hui, c'est le problème suivant. Bon, du temps de Sartre, de la guerre froide, de la guerre d'Algérie, on s'engageait au nom d'un universel dont on pouvait estimer qu'il doit s'imposer dans la vie sociale et politique. Bon, mais l'universel est en crise. Plus personne aujourd'hui ne peut parler du haut d'une estrade au nom de l'universel. Alors, est-ce que ça veut dire, c'est depuis Michel Foucault qui était à la charnière, après Sartre, à la mort de l'universel. Bon, est-ce que ça veut dire que l'intellectuel doit renoncer à parler globalement, à s'adresser à tous? Non, il doit trouver un nouveau statut à l'universel. L'universel étant entré, comme l'économie, à partir des années 70, dans une sorte de marasme interminable dont on ne sortira pas, et finalement il doit se servir de l'universel comme d'une sorte d'aiguillon ou de boussole, c'est-à-dire l'universel ne s'impose pas, l'universel aide,
sans donner de solution. L'universel aide à comprendre ce qui se passe sans donner de solution. Je vais vous proposer un exemple de ça, de ce marasme. Supposons la question du racisme, puisqu'elle intéresse beaucoup les jeunes. Il est très difficile de répondre à la question du racisme et de l'immigration, d'y répondre de manière définitive. Parce que les deux réponses opposées, prenons les deux réponses opposées. Première réponse, le différentialisme, c'est-à-dire le droit à la différence. La différence posée comme valeur. Alors, il est évident que la différence posée comme valeur, c'est à terme la fin du droit, la fin de la République et la ghettoisation en communauté, qui finiront par s'affronter les unes les autres, comme aux États-Unis. Bon, alors, en face du différentialisme, il y a le modèle républicain pur et dur, qui est l'obligation de ressemblance, l'intégrationnisme total. Bon, on voit très bien que concrètement, cette obligation de ressemblance est quelque chose, est une sorte d'étouffoir, que ça étouffe des potentialités de vie qui doivent pouvoir s'exprimer. Alors les deux solutions, le différentialisme et l'intégrationnisme, parlent depuis une universalité, mais aucune ne peut s'imposer comme étant une réponse absolue. Alors ça, c'est une crise. L'opposition entre ces deux réponses, c'est une crise que l'on trouve dans toutes les questions de société. Il y a cette crise-là, l'impossibilité de répondre d'une manière satisfaisante. Bon, alors l'universel, au fond, sert à se retrouver aujourd'hui, sert à se retrouver aujourd'hui dans cette opposition, sert à la comprendre un peu, sans donner de solution tranchée et définitive. Donc, oui, non, ça va. En tirez-vous de la vanité de ces articles? Je sais pas trop ce que c'est que la vanité. Bon, le fait d'avoir un peu de publicité est évidemment très... ça fait toujours plaisir, mais c'est très dangereux. Bon, et puis, je suis pas Bernard Tapie. Donc, votre photo dans les clés de l'actualité avec votre curriculum, n'est-ce pas un peu exagéré pour un simple rédacteur occasionnel? Alors, je connais très bien la journaliste qui s'occupe de cette page dans les clés de l'actualité. Bon, c'est... Alors, elle fait toujours comme ça. Hein, si vous regardez, dans les clés de l'actualité, la parole est donnée assez régulièrement sur un thème précis à un intellectuel. Là, c'était sur celui de l'engagement, la revue L'État moderne et l'engagement. Ils font toujours comme ça. Bon, évidemment, je suis contre, par principe, quand on voit aujourd'hui des publicités de livres avec la photo de l'auteur à côté, bon, on se demande ce qu'on achète. La tête du type, qui a l'air sympa, qu'on présente toujours sur un côté sympa, ou le bouquin, qu'est-ce qu'on achète? Alors, bon, évidemment, c'est pas quelque chose à quoi je suis favorable. Mais en même temps, il faut... lorsqu'on écrit dans un journal, on n'est pas maître de ce journal. Il faut aussi respecter la culture propre à ce journal. Et je crois que ça fait partie de la culture des clés de l'actualité de mettre la photo des intervenants. Bon.
Le philosophe doit créer son propre dictionnaire. Les néologismes que vous créez souvent, faut voir qu'en faire les dictionnaires des expressions, sont-ils indispensables à la philosophie? Tous les philosophes, plus généralement toutes les personnes qui pensent, sont amenés à créer des néologismes. Bon. Le plus simple, c'est à partir de racines grecques et latines, c'est transparent, tout le monde peut comprendre. Pourquoi ce tropisme à créer des néologismes? C'est la pensée qui appelle ça. C'est pas une coquetterie, ou c'est pas pour faire du style. C'est parfois la pensée qui, dans son développement, se trouve devant des nouveautés ou devant du vide, et elle exige à ce moment-là que des mots nouveaux soient forgés, que des mots nouveaux soient créés pour appréhender cet inconnu devant lequel elle se trouve. Bon, alors par ailleurs, une pensée, c'est une organisation aussi cohérente que possible de concepts, et il y a des moments, des croisements de concepts qu'il faut créer soi-même. D'accord. Pas grave. La plupart des philosophes ont besoin d'être dans un état second pour penser, comme par exemple Descartes qui fumait du cannabis. Quelle est votre principale source d'inspiration? Alors oui, vous faites référence au livre, qui est d'ailleurs intéressant, de Frédéric Pagès, Descartes et le cannabis, où l'on pense où l'on donne la réponse à la question pourquoi celui que l'on présente comme le philosophe français par excellence a passé toute sa vie en Hollande, et où l'on suppose que Descartes mélangeait probablement, comme tout le monde à l'époque, le cannabis au tabac, qui était d'ailleurs interdit en France. C'est à ça que vous faites référence, ou bien à Malraux. Malraux qui je pense là au discours sur les cendres de Jean Moulin, c'est sans doute à ça. Non, moi, ma source d'inspiration, c'est la lecture des philosophes eux-mêmes, hein, c'est-à-dire plonger dans Aristote, qui est celui que je préfère dans l'Antiquité, ou dans Nietzsche, qui est celui que je préfère aujourd'hui. C'est une source d'inspiration. Je reprendrai là l'idée d'un de mes maîtres. Voilà. Un de mes maîtres disait couramment que la philosophie, par rapport aux autres activités intellectuelles, c'était la même chose que les alcools très forts par rapport au vin. Et qu'une fois que l'on avait touché aux alcools très forts, on n'avait plus aucune envie de revenir au vin. Voilà. De même, donc ça crée par soi-même, hein, une ivresse maximale. Il y a quelque chose de dionysiaque dans la philosophie. Si la philosophie est grise et emmerdante, elle ne vaut rien. Bon, or c'est pas ça du tout. Il y a une ivresse dionysiaque propre à la philosophie, mais qui vient pas de substance extérieure, qui vient du vertige auquel la pensée se prend lorsque elle approfondit les questions philosophiques. C'est proprement vertigineux, abyssal. Il y a là l'ivresse.
Donc, par contre, quelle est la prononciation exacte du mot Oedipe? Alors, le mieux, ce serait de dire Édipe. D'accord. Pouvez-vous nous apporter la réponse au concours du premier numéro? Que signifie Lupen lycéenne? Ah, Lumpen. Alors, dans Karl Marx, vous savez très bien que dans Karl Marx, il y a deux classes. La bourgeoisie qu'il définit comme étant la classe qui possède les moyens de production, c'est-à-dire donc qui est en capacité d'exploiter les autres, et d'un autre côté le prolétariat, qui ne possède rien d'autre que sa propre force de travail et qui n'a pas d'autre choix que celui d'être, par l'intermédiaire du travail, exploité, donc qui est obligé de s'aliéner, de devenir autre que lui-même. Mais la décomposition de la classe, pour Marx, de la classe paysanne, et les bas-fonds de la classe prolétarienne forment ce qu'il appelle le Lumpen. Bon. Le Lumpen, c'est en quelque sorte la lie de la société pour Marx. Ce qu'il y a au fond, qui n'est pas structuré, qui n'est pas organisé, qui est prêt à tout, qui est prêt à verser dans le banditisme, la truanderie, la prostitution, etc. C'est ça le Lumpen. Et alors, c'est donc ce qu'il y a en dessous, c'est donc les rejetés, les exclus du système. Bon, alors, Lumpen lycéen, ce sont, par là, je désignais dans un article qui avait fait un peu de bruit, je désignais ce que le système a éliminé. D'accord. Heidegger était-il nazi? Heidegger est peut-être le plus grand philosophe du XXe siècle. Bon, c'est très... Il faut répondre comme ça en 30 secondes, c'est toujours ça, les interviews. Oui, il est évident que Heidegger était un nazi, et pas un petit nazi de base, un nazi important. Et il est évident aussi qu'il ne l'a jamais vraiment regretté. D'accord. Quel est votre philosophe préféré? Je crois que c'est Nietzsche. Bon. Mais j'ai beaucoup d'amour pour Marx, c'est vrai. Et puis, dans les philosophes modernes, contemporains, je penserais à Deleuze ou à Michel Foucault. Alors, c'est très bizarre, c'est pas Sartre du tout. Bon, c'est pas Sartre du tout, pourtant je suis dans la revue de Sartre sans être un sartrien, mais peut-être que je le deviendrai. Qu'est-ce que j'ai dit? Nietzsche, Deleuze, Foucault. Alors, à l'âge classique, c'est Leibniz, et dans l'Antiquité, c'est Aristote. Justement à propos de Leibniz, que pensez-vous de la critique qu'en fait Voltaire? Voltaire n'est pas un penseur. Il ne connaît Leibniz qu'à travers Madame du Châtelet. Il n'y comprend pas grand-chose et c'est une caricature grotesque. De même, par rapport à Rousseau, évidemment, Voltaire, ayant ridiculisé Rousseau, c'est pourtant lui, Voltaire, qui est absolument ridicule.
D'accord, merci. Avez-vous déjà écrit une œuvre philosophique? Alors, je crois que j'ai derrière moi oui, je crois que j'ai derrière moi une soixantaine d'articles publiés. Alors, je sais pas ce que ça veut dire une œuvre. C'est déjà, je ne suis pas un vieillard. Bon, c'est déjà beaucoup. Il faudrait peut-être euh, freiner, non? Plutôt 60, c'est vous, une soixantaine d'articles, oui, c'est beaucoup. Vous pouvez considérer que ça fait œuvre parce que vous y trouveriez de toute manière une certaine cohérence. Alors, il faudrait que je pense en rassembler certains suivant les thèmes et à les regrouper dans des volumes. Pourquoi pas? C'est ce que vous me suggérez. C'est pas la première fois qu'on me parle de ça. À propos des médias, donc, justement, à la télévision, quelle est votre émission préférée? Depuis la dernière fois, je comptais y réfléchir, j'y ai pas réfléchi. Mon émission préférée. La retransmission du Tour de France cycliste. Donc, par contre, dans un tout autre fréquentez-vous les boîtes de nuit? Mais déjà, quand j'étais adolescent, je ne les fréquentais pas. Euh, J'aime pas trop le bruit. Bon, et pourquoi je trouvais que c'était une aliénation. Alors, pourquoi faire comme tout le monde? C'est vrai que si on a un reproche à faire aux adolescents, c'est qu'ils ne cherchent pas chacun à être des exceptions. Ils cherchent à se ressembler tous, suivant des modèles que les médias et les compagnies de disques et les compagnies de radio leur imposent. Hein. C'est un conformisme. Bon, alors si vous voulez penser, évidemment, ce sera quelque chose de singulier et vous pourrez être vous-même en vous écartant du chemin qui est celui de tous. D'accord. Qu'avez-vous contre la dépêche? Le monopole. La Dépêche est un journal monopolistique. Je crois que c'est ce que j'avais dit. Ouais. Entre autres, bon, je ne vais pas ici longuement développer. Parmi les journaux régionaux, il y en a de meilleurs. Hein. Par exemple, Ouest France. Et c'est vrai que dans notre pays, si on compare à l'Allemagne, la presse française est très mauvaise. Elle est très mauvaise, très racoleuse, très démagogique. Alors qu'en Allemagne, il n'y a qu'un seul journal de mauvaise qualité, c'est Bild Zeitung, euh, dont on dit d'ailleurs, quand on le secoue, des gouttes de sang tombent. Et il y a une situation très inquiétante par rapport à la qualité de la presse française. Bon. Pour finir, je vais vous laisser vous exprimer librement sur votre philosophie et votre conception de la vie. J'ai pas réfléchi à ça depuis l'autre jour. Bon. Alors, très simplement et très rapidement, euh, je, l'homme, c'est l'animal politique. Bon, on se trouve à une époque où on tente d'animaliser l'homme, c'est-à-dire de faire en sorte que l'homme soit un animal tout court, consommateur principalement, ne s'occupant que de ses petites affaires personnelles, replié
sur lui-même, c'est-à-dire, je dirais, animal-animal. Donc, c'est quelque chose d'inhumain, ou c'est une déshumanisation. Alors, animal politique, c'est bien sûr un maximum, c'est bien sûr un idéal. Et l'homme s'humanise lorsqu'il entre dans le champ politique. Entrant dans le champ politique, il devient plus homme, ou il devient plus lui-même. Donc, ma philosophie de la vie, ce serait au fond que il faut retrouver cette politicité de l'homme, s'engager pour que les hommes retrouvent le chemin de l'action politique. C'est ça ma philosophie de la vie. Bon, c'est quelque chose, c'est l'idéal du citoyen antique. C'est quelque chose que vous avez dans Aristote. Je crois que c'est ce que les Grecs ont découvert. Ce que les Grecs ont découvert, c'est que l'homme n'est pas fait pour être sujet de force politique, mais que l'homme est fait pour devenir l'acteur de la vie politique au sens le plus large. Bon, ben, merci et au revoir.